Ok, c'est parti. Hop. Alors, la zapette, c'est comme ça. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour ma toute première conférence, figurez-vous. Merci, merci. Naturellement, vous pouvez m'envoyer des tomates pour m'encourager pour la première. Alors, je suis donc Rémi Nestasio, je suis consultant SEO à mon compte depuis 2016. J'ai bossé donc pour des agences et en direct annonceur. Ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le domaine du web avec une grosse spécialité SEO et e-commerce et pas en PowerPoint, vous le verrez. Et sinon, toujours en freelance, je suis responsable SEO de Conforama depuis 3 ans à peu près. À côté de ça, vu qu'aujourd'hui c'est le SEO Camp, j'en parle quand même. Je fais partie du jury de la CSEO, qui est donc une certification organisée par le SEO Camp, et je vous encourage fortement à la passer. Enfin, il faut d'abord passer la KCO et après la CSEO, mais en tout cas, c'est un bon exercice auquel se mesurer. Au passage, du coup, en parlant de la CSEO, je tiens à remercier tous les bénévoles de l'association qui quand même font, je pense, du très bon boulot ces derniers temps, enfin depuis toujours, mais voilà, avec une année très riche. Je pense qu'on peut les applaudir parce que c'est du bénévolat, donc merci à l'association. Sinon, à côté de ça, vous pouvez me retrouver sur les réseaux. Je suis assez actif sur Twitter notamment, sur LinkedIn quand j'ai envie d'un peu de m'aventurer, quand je suis d'humeur aventureuse. Et sinon, si jamais vous souhaitez, suite à la conférence, m'écrire, j'ai créé un petit alias Gmail. Voilà, si vous avez des questions ou si vous souhaitez me contacter pour raison X ou Y. Hop, c'est dans l'autre sens du coup. Alors, d'où m'est venue cette idée de conférence, augmenter sa couverture de mots-clés en e-commerce de façon exponentielle? Alors, ça a commencé justement quand je suis arrivé en août 2019 chez Conforama. À la base, j'ai été appelé en pompier donc, pour une petite mission de 3 mois, parce qu'ils avaient, classique, le SEO qui se cassait la gueule. Du coup, c'est là qu'on fait appel. Tiens, ça serait bien d'avoir un SEO chez nous. Du coup, je suis arrivé. Au début, ça a été de corriger tout ce qui est les problèmes techniques, les gros freins majeurs technique SEO, donc correction, rattrapage de la dette technique. Puis après, on a attaqué les projets un peu plus avancés, remettre en place les basics d'optimisation on page, maillage interne, etc., le contenu, enfin bref, le classico. Et on a commencé à regagner des positions, à augmenter sensiblement notre visibilité globale dans les SERP. Et pourtant, malgré toute cette hausse et cette reprise, le trafic, il n'a pas pour autant explosé autant qu'on aurait pu croire. Alors, pourquoi? 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 Parce que les CTR du SEO baissent. Alors, je suis désolé, je casse un peu l'ambiance dès le début, mais c'est un constat marché qui est comme ça, c'est que tous les ans, globalement, les CTR SEO à position égale, ils sont en chute libre. Sur un an, ça c'est une étude Advanced Web Ranking, sur un an on a perdu entre 1, selon les périodes, entre 1 et 3 points de CTR sur la position 1, ce qui est quand même conséquent. Alors face à cette baisse, qu'est-ce qu'on peut faire? Enfin, pourquoi cette baisse, pardon en tout cas, c'est comment je l'explique moi. C'est d'une part la hausse du trafic mobile, sachant que le mobile a globalement des CTR SEO en général plus faibles. Il y a aussi le fait que Google joue la confusion de plus en plus entre les annonces paid et le reste, l'organique. Et il y a bien sûr tous les formats Google, divers et variés, les snippets, le knowledge graph, etc. Bref, la SERP qui est devenue un sapin de Noël et c'est plutôt malheureusement au détriment du SEO. J'ai aussi fait un petit constat en fouillant tout ce qui est data Search Console sur pas mal de grosses propriétés, que en gagnant 1 à 2 positions moyennes sur vos requêtes, donc Data Search Console, votre CTR il bouge pas. Donc si vous gagnez des positions, mais ce que vous obtenez, c'est seulement de rester ISO en fait d'année en année. Donc à périmètre ISO, avec un volume de recherche égal, position égale, etc., le phénomène est que votre trafic d'année en année, il s'effrite et votre trafic SEO baisse. Or, nous, ce qu'on veut bien sûr, d'autant plus en e-commerce, c'est bien sûr générer de la croissance. J'ai un peu du mal avec cette... Hop. Ok. Donc, face à ce constat, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, je vous propose 3 solutions. Première solution, j'achète une formation PDF d'un expert Google Ads. Deuxième solution, j'écris un article original, SEO is dead. Ou troisième solution, je cherche des relais de croissance et j'adapte mon SEO. Alors, petite surprise interactive, vous allez retrouver sous vos fauteuils, il y a des appets pour faire le vote.
Ok, ça n'a pas marché là. J'ai voulu faire Xavier Niel, mais ça ne marche pas, il n'y a rien sous vos sièges, c'est bien dommage. Alors moi, la solution qui me paraît idéale et qui me paraît évidente, c'est d'augmenter sa couverture de mots-clés, c'est le titre de la conférence. Alors, augmenter sa couverture de mots-clés, certes, mais sur quel type de mots-clés? Eh bien, vu qu'on est en e-commerce, c'est sur de l'intention de recherche dite do ou les requêtes transactionnelles, parce qu'on est en e-commerce, hein, on est là pour faire du business, hein, donc c'est la requête transac qu'on vise en premier lieu. Et avec quel type de page on répond à ces requêtes-là? Eh bien, c'est naturellement des listings produits. Pourquoi des listings produits? Parce que sur les requêtes transact, tout simplement, c'est ce qu'attendent les utilisateurs, c'est du listing de produits. Et donc, c'est ce qu'attend également Google. Alors, on attaque un peu le sujet, on commence doucement, tranquille, sur une technique une méthode très classique, c'est d'affiner bien sûr sa segmentation, son arborescence, son menu, etc. Donc on peut retravailler la sémantique de sa segmentation, l'affiner, renommer certaines catégories pour mieux matcher avec les requêtes. On peut bien sûr créer de nouvelles catégories, naturellement, pour aller chercher de nouveaux mots-clés. Le problème de cette méthode, notamment sur les sites de moyens à fort volume, c'est qu'on a des contraintes. On a toujours les contraintes, même en 2022, avec le commerce, tout ce qui est acheteur, etc. Souvent, je ne sais pas si vous êtes confrontés avec ça, mais ils ont encore beaucoup trop le pouvoir en 2022, malheureusement. Et donc, eux, des fois, ils ont leur propre wording, jargon technique, etc. Et c'est dur de les faire bouger, en fait, les driver SEO first, finalement. On a aussi des fois des contraintes techniques qui sont liées au PIM, donc au gestionnaire de catalogue, et puis à tout au CRM ou à votre CMS, avec l'arborescence qui est des fois un peu figée avec ses propres nomenclatures, et ça peut des fois être un paquebot dur à faire évoluer. Et enfin, souvent, tout ce qui est le travail sur la segmentation, qui dit segmentation, dit potentiellement des fois des refontes de menus. Et des refontes de menus, c'est un chantier, vous en conviendrez, qui est très lourd et on préfère l'éviter. C'est des chantiers sur lesquels les SEO, on s'arrache les cheveux. On passe à la deuxième grosse méthode, grosse outil qu'on a à disposition en e-commerce. Alors, c'est un sujet, je sais, qui est déjà évoqué. Je crois qu'il y a d'autres conférences qui en parlent. On va quand même un petit peu en parler. C'est l'ouverture des facettes, des filtres. En fait, on en parle souvent, mais c'est vraiment quelque chose qui est sous-exploité par de nombreux e-commerçants. Les filtres utilisateurs qui existent déjà sur votre site pour la navigation, c'est en fait un réservoir de requêtes moyenne traîne qui est sous-exploité. Et le gros avantage de l'ouverture de facettes, de filtres, c'est que vos pages, les templates, finalement, ils existent déjà, puisque vos filtres, ils sont en place dans la navigation. Et enfin, le dernier avantage de l'ouverture des facettes, c'est qu'une fois que votre système de gestion d'ouverture est en place, vous êtes autonome. Quand je dis vous, c'est le SEO. Vous n'êtes plus dépendant de la technique, du commerce, du market, etc. Votre système, il est OK. Vous pouvez ouvrir des lots de facettes quand vous le souhaitez. Alors concrètement, comment on procède à l'ouverture des facettes? En deux grosses étapes globales que vous connaissez, je pense. Et en premier, on fait bien sûr une étude sémantique pour détecter quelles sont les meilleures combinaisons à aller chercher en regardant les volumes de recherche, etc. On fait des croisements, mon mot-clé générique, ma catégorie générique, plus le mot-clé du filtre, etc. Donc canapé gris, canapé beige, etc. Et après, il y a aussi dans l'étude un point qui est quand même important, c'est détecter celles qu'il ne faut pas ouvrir. Donc celles qu'il ne faut pas ouvrir, c'est celles qui renvoient pas assez de produits, par exemple, sur vos listings, qui ont des volumes de recherche trop faibles sur Google, et ou qui sont tout simplement pas pertinents au point de vue requête, qui ne feraient pas de conversion, etc. Et enfin, la deuxième étape, c'est bien sûr de développer le système de gestion d'ouverture au crawl et à l'indexation. Alors, juste petit aparté, du coup, vous avez dû le remarquer, mais je vais vous mettre tout au long de l'après, il y aura des petits cadres avec des petites astuces, voilà, en plus. Alors techniquement, concrètement, comment on ouvre les facettes? Alors déjà, le premier point ultra important, c'est s'assurer que les filtres utilisateurs natifs ne sont pas crawlables, bien sûr. Donc il faut que la landing page soit en noindex et qu'il n'y ait pas de lien en fait, de tous les filtres nativement qui renvoient vers n'importe quel filtre. Donc le must, ce qui est conseillé, c'est l'obfuscation. Hein. C'est que Google ne voit pas du tout, ne voit aucun lien de ces filtres. Ensuite, la deuxième étape, ça va être créer une info en BDD, une table ou autre, pour chaque filtre. Ça peut être une simple colonne, est-ce que j'indexe oui, non, quoi, en binaire, pour pouvoir choisir justement qu'est-ce qu'on va indexer dans
dans le système. Ensuite, comme je le disais, la page elle existe déjà, la page de filtre, mais on va aller la récupérer, la réécrire avec une nouvelle URL pour faire une URL un peu plus SEO friendly et qu'on va pouvoir séparer du reste des filtres. Ensuite, l'étape d'après, c'est de faire une couche d'optimisation parce qu'en général, dans les CMS ou dans les systèmes, dans les sites, de base, les pages de filtre ne sont pas forcément full opti ou alors il peut y avoir des mots-clés parasites qui viennent se rajouter en plus du mot-clé, par exemple du coloris, etc. Donc on va aller optimiser toutes les zones chaudes, donc le H1, on va bien mettre le mot-clé propre, la matrice title, la métadescription, et puis pourquoi pas aller rajouter une description SEO qu'on peut rédiger si on a les moyens ou si on n'en ouvre pas trop, ou alors on peut même aller faire du texte variabilisé, du spin, de la génération pariée, ce que vous voulez. Voilà, dans tous les cas, mettre un petit peu de contenu, un petit bloc de texte, ça fait du bien, ça contextualise pour Google. Et puis enfin, naturellement, il va falloir faire du maillage interne entre les catégories natives de l'arborescence et les filtres indexables, les filtres qu'on souhaite indexer, qui sont rattachés à ces catégories. Hop. Ah, alors on aborde là le point, on monte un petit peu en gamme. Là, c'est vraiment la méthode, en tout cas, la plus importante pour augmenter de façon exponentielle justement sa couverture de mots-clés. Alors le search indexing, petit sondage dans la salle à main levée. Qui connaît déjà le search indexing? On a au moins déjà entendu parler. Ok, pas tant, je dirais ouais, un petit quart à tout casser, même pas. Alors le search indexing. Qu'est-ce que c'est? Le search indexing, ça consiste à indexer des pages de son moteur de recherche interne à partir des requêtes de vos utilisateurs. Alors, petit disclaimer, je vais donc parler du search indexing. Je vais vous présenter ma méthode. Il y a d'autres méthodes qui existent. Voilà. Et c'est une méthode qui est utilisée plutôt sur les sites de moyens à plutôt grosse, à très grosse taille. Mais vous allez le voir, c'est important de connaître comment ça marche. Alors le search indexing, c'est plutôt un secret un petit peu de polichinelle. On entend assez rarement parler en conférence à ma connaissance. C'est un système, le search indexing, donc le fait d'indexer ces pages de recherche, qui est souvent décrié par la communauté. Pourquoi? Parce que c'est vu comme du spam. Et puis il y a encore, je pense, l'empreinte de Google Panda, où voilà, le fait de créer plein de pages à la volée, etc., de manière automatisée, ça a tendance encore à faire peur 10 ans après. Et pourtant, le search indexing, vous n'en avez pas entendu parler pour certains, et c'est ce qui génère vraiment le plus de cash, le plus de chiffre d'affaires dans le top e-commerce français. Le search indexing, c'est donc là je vais parler e-commerce, mais ça peut s'appliquer à d'autres types de sites, des sites d'annonces, des sites de listing en tout genre, etc. Et puis ça peut aussi vous donner des idées pour des plus petits sites d'appliquer à votre échelle. Et donc, comme je le disais, c'est important, même si, par exemple, vous n'avez pas la taille de catalogue nécessaire pour faire du search indexing full auto chez vous, c'est quand même très important de connaître les techniques de vos plus gros concurrents, donc les grosses places de marché, etc. Alors justement, le search indexing, qu'est-ce que ça représente pour se rendre compte du phénomène search indexing dans le paysage de l'e-commerce français? Donc il y a quelques tout petits sites qui l'utilisent, comme Conforma, bon ça c'est moi. Il y a Cdiscount par exemple, ManoMano, Rakuten, ou encore même, j'aurais pu citer des encore plus petits comme Amazon qui font du search indexing à balle aussi. Pour donner quelques chiffres et se rendre compte, exemple Cdiscount, alors là c'est de la data Href, je précise. Le search indexing, ça représente 25 millions du trafic SEO mensuel estimé sur 45 millions. Data Href. Donc ça, pour le voir, faut leurs URL de search indexing pour les reconnaître. Elles ont dans le pass de l'URL, elles ont le /r- pour les reconnaître. Ok. C'est selon un site de point URL 3,7 millions de pages indexées, rien que ça. Et selon Href, 1,5 million de mots-clés. Donc on est sur des volumes, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est monstrueux. Chez Rakuten, par exemple, on le voit là sur Systrix, c'est la courbe en rouge, c'est plus de 70% de leur visibilité SEO totale qui est liée à leur search indexing. Eux, leur search indexing, c'est le répertoire /s, si vous voulez aller voir. Et donc, ça représente, pour comparer, plus de 5 fois la visibilité de leur navigation native, c'est-à-dire leur arborescence, leur catégorie, etc. Le search indexing. Hop, je vais quand même me tromper.
Alors, on rentre un petit peu dans le détail sur comment ça marche, le search indexing, le process, les grandes étapes. Je vais essayer de vous détailler un peu ça. Donc, les 5 grandes étapes, c'est d'abord, bien sûr, de récupérer les requêtes des utilisateurs dans le moteur. Ensuite, la création de la base de mots-clés. Ensuite, une phase de filtrage. Création des pages naturellement, et puis après, le maillage et l'indexation. On va rentrer dans le détail par rapport au schéma un petit peu. La première étape, naturellement, ça va être de récupérer les requêtes dans les moteurs de recherche, dans votre moteur de recherche interne. Donc, les CMS les plus répandus comme PrestaShop, WooCommerce, etc. Souvent, dans le moteur natif, il y a des widgets ou autres. Vous pouvez récupérer la data. Vous pouvez aussi récupérer la data avec le tracking de Google Analytics, où vous pouvez traquer les recherches internes. Et puis après, si vous êtes sur des plus gros sites ou sur des moteurs de recherche plus évolués, type Algolia ou tout ce qui est moteur basé sur Elasticsearch, pareil, en général, il y a de l'extraction de data qui est possible sur ces recherches-là. Du coup, on va aller récupérer toute cette data, on va y ajouter une couche d'infos supplémentaires, par exemple, pour chaque requête tapée par les utilisateurs, combien de fois elles ont été recherchées, sur le mois ou sur 12 mois glissants, par exemple. Ça va nous servir à mieux qualifier. On va aller récupérer aussi combien de produits sont retournés. Ça servira plus tard pour d'éventuels filtres. Bref, on va récupérer de la data en face de la recherche utilisateur, voilà, tout ce que peut nous donner le moteur. Ensuite, on va injecter dans le système. Donc, quand je dis le système, c'est le système de search indexing qu'on va créer, le back-office, etc. Et puis après, il y a une étape qui est très importante que je vous détaillerai juste après dans des slides après. C'est l'étape de filtrage et de blacklist pour exclure les mots qui ne sont pas pertinents ou qui pourraient être problématiques. Donc, on a injecté nos mots-clés, on a fait une passe de filtrage. Sort de là une création de table de keywords finale. C'est nos mots-clés finaux qui vont déterminer les pages que je vais créer finalement. Là, pareil, c'est un peu le même système que les facettes. On a l'avantage que finalement les pages, vos landing pages, elles existent déjà. C'est les résultats de recherche de votre moteur. Ça génère déjà des pages de résultats. Là, c'est pareil, on va récupérer le template, on va faire de la réécriture d'URL. Je vous conseille d'ailleurs, en réécriture d'URL pour vos pages de search indexing, de faire un répertoire, par exemple. Ça permet d'isoler et de faire du monitoring, de l'analyse. De l'analyse de log, c'est beaucoup plus simple, notamment, etc. pour pouvoir mieux surveiller tout ça, les comportements. Et puis ensuite, pareil, le template de résultats de recherche, ils sont souvent quand même très pourris, avec des phrases là aussi parasites, vous avez recherché, etc. Bref, on nettoie, on fait le H1, la matrice title, la description, etc. Le classique, comme les facettes, on optimise le on-site. Et puis une fois que nos pages sont créées, on va donc devoir rattacher nos pages à l'arborescence et les mailler. Sinon, ça ferait des pages orphelines. Et enfin, il faut faire en sorte que Google les crawl pour pouvoir bien sûr les indexer, puis après pour qu'elles se positionnent. Ça va? Ça suit, ça va? Pour résumer, du coup, à partir des requêtes internes de mon moteur, je peux donc créer X listing produit prêt à se positionner dans Google. Pourquoi je dis prêt à se positionner dans Google et même bien se positionner? 15 minutes? Bien se positionner dans Google parce que vu que c'est issu directement des recherches de vos utilisateurs, de comment ils cherchent vos produits, de comment ils fonctionnent, il y a de grandes chances que vous répondez à une intention de recherche réelle de l'utilisateur. C'est l'avantage. Alors, petit aparté de nouveau, pareil pour ceux qui n'ont pas le catalogue suffisant pour faire du search indexing, n'oubliez pas que tout ce qui est data d'extraction par contre de votre moteur de recherche interne, ça aussi c'est une mine d'or d'infos qui est souvent sous-exploitée, donc n'hésitez pas à fouiller. Ça peut permettre justement par rapport à l'étape 1 d'avoir des idées de nouvelles catégories à créer pour augmenter votre couverture de mots-clés. C'est voilà, pour les petits, servez-vous de cette data, elle est ultra importante même si elle ne finit pas dans un gros système automatisé. Le search indexing, donc on l'a dit, c'est fait pour créer des centaines, milliers, voire millions de pages, on l'a vu pour les plus gros. Et donc, naturellement, il y a des dangers quand même et des dérives. Le premier, c'est de cannibaliser votre segmentation native, que ce soit les catégories ou les filtres.
La deuxième, si vous créez vraiment des pages en masse et de manière ultra automatisée, c'est de dégrader la gestion du budget de crawl qui va trop se concentrer sur ces pages-là, s'engouffrer un peu trop au détriment du reste de votre segmentation par exemple ou de vos fiches produits, etc. Et enfin, c'est potentiellement, si selon votre automatisation et votre maillage, de trop diluer aussi le PageRank interne, potentiellement vers des pages certaines à faible valeur en fait. Enfin, il faut se méfier du spam. Il peut y avoir des cas de spam malveillant, c'est-à-dire que quelqu'un qui repérerait que vous avez un système de search indexing full automatisé, il pourrait taper en masse avec des bots ou autres des recherches dans votre moteur et il vous générait des landings en fait. J'ai déjà vu des cas de création de pages Viagra et tout ça via cette technique, hein, donc faut se méfier. Et enfin, il y a toutes les dérives aussi, parce qu'on est toujours surpris parce que peuvent taper les utilisateurs dans nos moteurs, tout ce qui est insultes, racisme, il peut y avoir aussi des cas de copyright de marque si vous ne les vendez pas, etc. Et tout ce qui est porn aussi, voilà, les gens des fois vraiment font des recherches bizarres sur des sites qui n'ont rien à voir, je vous assure. Donc là, je vous ai montré un petit exemple voilà, flagrant, il y en a plein d'autres et j'ai pris volontairement soft, il y a bien pire. Mais par exemple, Rakuten, avec leur système de search indexing, voilà, ils ont indexé, ils ont créé une page Chipendale. D'ailleurs, c'est pas mal, Chipendale 9 occasion. Je sais pas vous, occasion, moi, Chipendale, je préférais qu'il ait jamais servi à choisir, mais bon. Promo et prix réduit alléchant pour vos Chipendale. Voilà, merci Rakuten. Bref, voilà, faut faire attention à ces dérives. C'est pour ça qu'en astuce, je vous conseille, moi en tout cas, c'est ma méthode, c'est mon approche, c'est de faire de l'ouverture graduée, de maîtriser en sélectionnant, en faisant par top, par lot, et d'y aller mollo quoi, pour éprouver finalement votre système avant de monter, de scaler pour monter. Hop. Alors du coup, on parlait des dangers et des dérives, je vous avais parlé du filtrage, c'est une étape super importante du coup, vous en conviendrez, tout ce qui est filtrage et blacklist. La première chose, c'est le filtre automatique qu'on incorpore vraiment direct au système, c'est donc dès qu'on insère la base de recherche, il va faire son filtre nativement. Ça a vocation à supprimer tout ce qui est doublon avec la segmentation. Là aussi, on peut mettre des critères, comme je voyais, avec les datas supplémentaires qu'on a récupérées sur les recherches. Par exemple, on exclut les recherches qui génèrent des listings où il y a trop peu de produits qui répondent, parce que pas d'intérêt à créer une page de recherche s'il n'y a qu'un seul produit. Enfin, un listing produit avec un seul produit, ça ne fait pas sens. S'il n'y a pas assez de recherche utilisateur, bref, tout ça, on peut alimenter avec d'autres data. On peut aller plus loin, faire des scorings sur les taux de conversion des produits, etc., etc. On peut aller loin. Et enfin, ce que j'aime bien, c'est avoir une blacklist qui vient en surcouche, qui vient après, et qui là va surpondérer toutes les autres règles, enfin passer outre toutes les autres règles, et supprimer, exclure les mots-clés du système, et faire en sorte que les pages ne soient pas créées. Donc ça permet de garder un contrôle, un garde-fou, un contrôle humain supplémentaire. Ça permet aussi, quand vous avez fait une ouverture, de pouvoir revenir dessus manuellement pour supprimer en mode sniper certaines pages problématiques, par exemple. Ça peut permettre aussi de renforcer en fait toutes les lacunes que votre système de filtrage automatique pourrait avoir. Bref, une blacklist, c'est vraiment le garde-fou important. Du coup, petit cadeau entre guillemets. Vous pouvez récupérer directement sur mon serveur. Là, vous avez le lien nestasio.fr/blacklist, un zip où je vous donne donc une blacklist. C'est un Excel dans le zip de 14 000 termes très orientés vulgarité et porn. Alors, ça peut vous servir si un jour vous ferez du search indexing ou même peut-être que d'autres trouveront d'autres utilisations pour des systèmes automatisés. Voilà, donc une blacklist, c'est cadeau. Figurez-vous, pour la petite anecdote, j'ai été quand même payé une journée pour faire cette blacklist. Donc j'ai été payé pour aller scraper Pornhub et autres. Voilà, c'était jouissif, sans mauvais jeu de mots, quoi. Voilà. Ah, ça marche pas en majuscule. Ok, merci. Donc SEO comme 22 en minuscule. En tout cas, le téléchargement marche, c'est déjà ça. Alors, oula, elle est lourde cette slide, je vous avais prévenu. Je suis vraiment pas spécialiste en PowerPoint. Maintenant qu'on a créé nos pages qui ont été filtrées, il reste normalement, je dis bien normalement, que les bonnes pages intéressantes. Il faut bien sûr, comme je le disais précédemment, relier le tout. On va donc créer des blocs de maillage interne dédiés. Vous avez un exemple de Cdiscount, c'est leur bloc Découvrez aussi qui place en sidebar. Vous pouvez aussi le mettre après le listing produit en dessous de la pagination. Bon,
Ça, vous vous débrouillez avec votre UX. Chacun se fait sa petite guerre avec les UX, mais en tout cas, vous créez votre bloc dédié. Dans ce bloc dédié, on va aller naturellement relier les catégories avec le search indexing, les pages de search indexing entre elles aussi. Ensuite, on va aussi relier les catégories, je reviens aux filtres indexables, et les filtres indexables vers les search indexing reliés. Et enfin, souvent, on le voit peu souvent finalement, et c'est aussi inexploité, je trouve, c'est le maillage depuis les fiches produits. En e-commerce, il ne faut pas l'oublier, souvent, le plus grand nombre de pages qu'on a, c'est les fiches produits, en fait. C'est notre plus grosse manne de pages, voire de page rank des fois. Et il faut faire des liens remontants des fiches produits, parce que souvent, on a notre catégorie qui link vers notre fiche produit, mais il faut faire aussi l'inverse, la réciprocité. Du coup, vous pouvez aussi, sur une fiche produit, faire un bloc de liens et renvoyer vers les catégories mères de ce produit, vers les filtres indexables liés aux catégories mères de ce produit, et enfin, bien sûr, vers nos pages de search indexing qui ont été rattachées. Alors, je parlais de rattacher, justement, ça c'est une problématique. Comment on rattache les pages de search indexing à une catégorie, comment on les rattache à l'arborescence? Eh bien ça, on peut utiliser des techniques de scoring de proximité sémantique, du coup, voire aller même plus loin pour ceux qui ont les moyens et les ressources avec de l'IA, du machine learning, NLP, enfin, ouais, etc., ou même des tools, c'est la STUL. Il y a Babar, je crois, qui commence à proposer de plus en plus des choses sur le maillage interne. Il y a des outils comme Cocon SE, OnCrawl qui avance aussi sur ces sujets, ou alors des systèmes maison si vous avez la chance d'avoir des data scientists ou autres chez vous. Et après, une autre méthode aussi qui peut être efficace et assez simple, c'est d'utiliser les suggestions du moteur de recherche interne ou l'autocomplétion. C'est-à-dire dans un moteur, quand vous tapez je sais pas, canapé droit, il va vous proposer votre catégorie qui connaît de votre arborescence canapé. Et donc en fait, ce lien, souvent en faisant appel aux API des moteurs de recherche interne, vous pouvez le récupérer et ça peut permettre de faire votre rattachement à l'arborescence dans votre système et de créer tout ça. Et puis après, il y a tous les liens logiques, bien sûr, de segmentation, liés à votre arborescence, faire de l'exact mot-clé, etc. Bon, les systèmes plus simples. Une fois qu'on a ces pages rattachées à l'arborescence, pour le search indexing aussi, on construit des fils d'Ariane. On les rattache idéalement à notre arborescence. Et puis enfin, toujours sur le maillage interne, ça c'est un conseil, ça fait des fois un peu débat dans la communauté. Moi en tout cas, je suis pour, c'est de structurer son arborescence en silos, notamment les méga menus, faire des silos, donc de l'obfuscation. Vous en pensez ce que vous voulez. En attendant, tous les gros sites qui performent en SEO, les Cdiscount & Co, ManoMano & Co, ils font de l'obfuscation, de méga menus. Donc après, vous prenez ça comme vous voulez. Mais après, ne pas faire de l'obfuscation et du silo bête et méchant. On peut quand même faire du maillage transverse. Je conseille de faire du maillage transverse, sémantique transverse. C'est-à-dire que des fois, en fait, on a des cas qu'on a fait ces silos par rapport à son menu, à son arborescence, où, je donnais l'exemple, chaise scandinave, c'est dans mes catégories chaise, siège, etc. Et alors que la décoration scandinave, elle est dans une autre catégorie, décoration textile, etc. Et notre système, nos silos, ça va les rendre hermétiques entre elles. Là, ça peut être intéressant, du coup, par proximité sémantique, parce que là, il y a le mot-clé scandinave, de les relier, de faire un peu de transverse pour un peu ouvrir les chakras du maillage interne, entre guillemets. Puis enfin, bien sûr, il y a maillage interne à la mano. Vous pouvez pour les petits sites déjà, et puis pour faire du fine-tuning aussi pour les gros sites, si vous avez les moyens, le temps, etc., d'aller rajouter du mot-clé. L'analyse humaine, c'est toujours bien aussi. Hop. Il va te rester un peu moins de 5 minutes. Ok. Bon, je fais comme Alan avant, c'est ça, j'ai 20 minutes de plus. Je plaisante. Donc, on a donc nos pages, elles ont été rattachées à l'arborescence. Alors, le maillage interne, s'il est bien fait, est censé faire en sorte que Google découvre nos pages, les crawl et puis les index. Malgré tout, vu qu'on parle de gros volume potentiel de pages, c'est mieux de l'aider quand même un petit peu. Donc, je conseille de faire un plan de site HTML spécial search indexing, c'est l'exemple. Vous pouvez prendre le top X requêtes, par exemple, les meilleures pages de votre search indexing, ou selon une saisonnalité, ou selon ce que vous voulez pousser, etc. Et puis cette page, vous la linkez, je sais pas, depuis la home page, depuis le footer, etc. Et enfin, toujours pour faciliter la découverte, un sitemap XML dédié. Ça va aider donc à Google à avoir le listing de toutes les URL.
Et puis, ça va aussi, très important, vous permettre de suivre dans la Search Console la couverture d'indexation. C'est des infos très précieuses pour ce genre de système où on pourrait avoir des problématiques d'indexation. Voilà le search indexing. Concrètement, je vous donne 2 cas qui sont à des niveaux de maturité un peu différents. Donc, le système de Conforama qu'on a lancé fin 2020, début 2021 avec une première ouverture toute modeste, avec seulement 1000 requêtes insérées dans le système. C'est que dalle pour un site comme Conforama qui a un catalogue énorme de millions de produits, etc. Grosse marketplace. Et donc, vous voyez, c'est la courbe en rouge. Donc c'est la visibilité SEO, hein, c'est des courbes Systrix. Donc la première ouverture qui a fait déjà des premiers paliers de visibilité intéressante. Et puis début 2022, une ouverture x10. On a fait un x10, on est passé à 10 000 requêtes dans le système. Ça ne veut pas dire 10 000 pages créées, vous l'avez compris, parce qu'il y a les filtres, il y a les blacklists, etc. Mais on est aux alentours, bon, je ne sais pas si je peux le dire, bon, à 7-8 000 quoi, pages. Voilà. Et donc ce qu'on voit quand même, c'est que le répertoire search indexing, c'est devenu le top répertoire SEO assez facilement en termes de visibilité. Ça a dépassé notre univers canapé, salon séjour, qui est historiquement notre grosse spécialité chez Confo. Voilà. Donc ça va vite, ça marche très bien. Et alors, ce qui est bien aussi, et ce qu'il faut surveiller, c'est que on parlait de cannibalisation, etc., c'est que ça ne dégrade pas le reste de la segmentation. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'il se trouve qu'en plus, quand on a fait les ouvertures, ça a fait monter aussi le reste de la nav, globalement. Bon, on est chez Conforama encore sur un système assez perfectible, assez jeune, il y aura d'autres ouvertures, il y a encore du travail sur plein des étapes dont j'ai parlé, mais voilà, en tout cas, ça marche déjà. Et donc, c'est donc un réservoir qu'on a sous la pédale d'opportunités hyper intéressant. Je prends un deuxième cas, c'est Rakuten, qui est beaucoup plus mature sur le search indexing. Ils ont commencé en 2018, a priori. Depuis, ils ont dû faire de multiples ouvertures, voire leur système, il est peut-être, je sais pas ça, je suis pas en interne, un peu en roue libre et full automatisé. Quelqu'un lève la main? Non? Ah, ok. Et donc, un système, on le voit, qui a pris des très grosses ampleurs, mais pour le coup, je le disais tout à l'heure, c'est 5 fois le poids de visibilité de la nav. Donc finalement, est-ce qu'ils ne sont pas confrontés à des nouvelles problématiques de riches, entre guillemets, mais des nouvelles problématiques, c'est est-ce que ça surplombe pas trop la nav? Et en fait, en analysant un petit peu, en investiguant un peu dans les outils, etc., les mots-clés qui remontent, ce qu'on se rend compte, c'est qu'en effet, ils ont sûrement généré des problèmes de cannibalisation, aussi des dérives, on l'a vu, hein, de mots-clés voilà, un peu bizarres, etc. Et ça a pu peut-être handicaper leur navigation. Et j'ai remarqué d'ailleurs, je pense que c'était en réaction à ça, qu'ils ont opéré certaines coupes. Donc coupe, c'est-à-dire supprimer des lots de pages, a priori. Donc on voit, c'est les plateaux, voilà, ils sont globalement tout le temps en croissance dessus, c'est la courbe rouge. Et les coupes, ils ont fait des coupes pour mieux repartir. On nettoie un peu, hop, et après on repart, on relance le système. En tout cas, j'imagine qu'ils ont fait comme ça. Voilà, en gros, en tout cas, on se rend compte quand même du potentiel de ces systèmes. Et j'espère que vous vous rendez compte que tous les gros sites e-commerce, les marketplaces, quasiment le font ou s'y mettent petit à petit. Et ça représente des gros volumes de visibilité. Et donc de cash. D'ailleurs, je critiquais pas Rakuten, hein, je suis certain qu'ils génèrent un montant de chiffre d'affaires astronomique avec le search indexing. C'est ta dernière slide? Presque, on n'est pas très loin. Il me reste combien de temps là? 0 minute. Ouais, parfait. Impeccable. Non, on va accélérer. Là, je fais d'autres ouvertures. Hein. Le gros point, vous l'avez compris, du côté exponentiel, c'était le search indexing. Il y a bien sûr d'autres angles d'attaque pour augmenter votre couverture de mots-clés en e-commerce. Il n'y a pas que le transac aussi. Il y a produire des guides d'achat qualitatifs que vous reliez, qui vont soutenir un maillage interne, qui vont se positionner sur de nouvelles requêtes éditoriales. Moi, j'aime bien Mano qui font franchement, depuis des années derrière, un gros boulot sur les guides d'achat. Franchement, c'est une belle école d'aller explorer ce qu'ils font par rapport à ça. Donc, leur maillage entre guide d'achat et catégorie, arborescence. Après, il y a faire de l'angle édito via les questions, récupérer des questions et y répondre dans des articles de blog ou autres, ou comment on appelle ça, en FAQ, la rich snippet en description de catégorie, pourquoi pas. Donc la petite astuce, il y a 2 outils de Stéphane Madelano et Alexis Rilko qui vous permettent de récupérer en masse des questions en tapant un mot-clé. Vraiment super, ça vous donne des tas de questions qui peuvent devenir des sujets éditoriaux. Et puis après, il y a d'autres angles, ça peut être attaquer les combinaisons de requêtes SEO locales,
par exemple, si vous avez des fiches magasins, si vous n'êtes pas pure player, sur des combinaisons, voilà, achat chemise Mykonos. Il peut y avoir aussi des combinaisons de requêtes marques, etc., etc. Donc il y a d'autres angles d'attaque, bien sûr, pour augmenter votre couverture de mots-clés. Mais il faudrait une autre conférence pour en parler. Alors, petite synthèse, résumé du plan d'action. En gros, qu'est-ce qu'on a fait? Du coup, si on résume, on a, on le sait, 3 grandes typologies de requêtes, les requêtes courtes, mid-tail, long-tail. Et en fait, on crée des listings qu'on optimise, des landing pages qui répondent à chacune de ces typologies de requêtes avec nos catégories. C'est globalement du générique plutôt. Les facettes, on attaque un petit peu plus loin. Et le search indexing qui a vocation, une fois qu'on est allé loin dans l'ouverture et la génération de requêtes, qui a vocation à aller attaquer la longue traîne aussi. On relie bien sûr, comme on en parlait, l'ensemble avec du maillage. Après, il y a tout ce qui est édito et travailler les champs sémantiques, le soutien avec les descriptions SEO, les guides d'achat, les articles de blog, etc. Et puis derrière, on met bien sûr pour les pages stratégiques notamment, ou si vous manquez de jus, un boost via le netlinking. Et puis dernier point, là aussi c'est d'autres petites ouvertures comme ça, mais on parlait le constat de base, vous vous rappelez, c'était que le CTR SEO baisse, et quand même quelque chose qui influe quand même sur le CTR, c'est les métadescriptions, donc n'hésitez pas à faire des A/B tests et à les optimiser pour essayer d'aller récupérer quelques petits points de CTR que vous avez, enfin les grappiller parmi ceux que vous avez perdus. Puis après, il y a aussi tout le travail sur la conversion, travailler ses listings, etc. pour améliorer la conversion quand même, parce que le but c'est de faire du chiffre d'affaires, pas que du trafic, on est bien d'accord. Et puis après, pour aussi avoir des idées de soit pour le search indexing ou pour autre chose, pour aller avoir d'autres idées de mots-clés, choper des sources de data externes, quoi. Et enfin, toujours surveiller ses concurrents. Par exemple, aller sur Cdiscount, sur leur homepage, c'est toujours super intéressant de voir ce qu'ils poussent à l'instant T. D'ailleurs, leur homepage, je crois, ils l'appellent le porte-avions, c'est ça? Le porte-avions, parce que en fait, dès qu'ils mettent un lien vers une page, cette page à décolle, elle est première, quoi, limite. Donc voilà, bref, pour la petite anecdote. Mais du coup, c'est toujours intéressant d'aller voir qu'est-ce que poussent nos gros concurrents en homepage. Voilà, merci à vous. Merci. Bon baptême du feu réussi. Ouais, je sais pas. C'est pas mal de le dire. Personne n'a l'air de t'insulter, donc ça a l'air d'aller. Ouais, c'est bon signe. Tiens, je vais faire comme Alan, vu que c'est ma première, je vais marquer le coup, je vais faire une petite photo, une vidéo même carrément. T'es un fou, toi. On va plus loin que celui d'avant, génération TikTok. Ouais, c'est pas la mienne ça. Hop, allez. Tiens, quand je me retourne, vous pouvez faire du bruit. Je commence et je fais... Eh bien bonjour, j'étais au SEO Camp au Palais des Congrès de Versailles pour ma première conférence. Est-ce que ça vous a plu ? Merci. Celle-là, elle est collector, celle-là. Il est fou. On va prendre une seule question. La question mug. Alors, non, avant, après est-ce qu'on fait une première question ça et après marche. question mug? Si vous avez besoin de parler à Rémi, on a des salles là-haut, vous pouvez vous mettre au calme si vous avez des questions avec les Ouais, conférenciers. et puis il y a mon mail aussi, si après ou quoi. Ok. Donc c'était Et après, vous aurez la pause qui vous attend là-haut avec du café et des petits gâteaux. Je crois que Régis avait une question, super. non? Bah, je vais venir. Merci. Déjà, bravo Rémi. Merci. Ça se voyait pas que c'était la première. Alors moi j'ai une question. Donc là, ce que tu nous as montré, vraiment, c'était génial. À chaque fois que j'avais une question, tu y répondais dans la minute d'après. Et j'ai envie de dire, pour quelqu'un de ton talent, ce que tu as fait là, c'est le plus facile. Comment tu envisages la suite? C'est-à-dire comment tu envisages la gestion de toutes les pages que tu as créées il y a 2 mois, il y a 6 mois? Parce que peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, il y en a beaucoup qui vont devenir finalement non éligibles à ton système. Donc comment tu envisages ça? Très très bonne question, très pertinente. En effet, on crée les pages en se basant sur la data à un instant T. Moi, pour le coup, j'ai pris les 12 derniers mois de recherche, une année complète pour pas avoir d'effet de saisonnalité, en tout cas, pour lycée. Et donc, en effet, ce système, il faut sans cesse l'alimenter parce que malgré tout, il peut y avoir des mots-clés, même si on prend une année, qui dans quelques années n'existeront plus. Par exemple, je prends PlayStation, voilà, on est à la 5, quand on sortira à la 6, ça sera beaucoup moins cherché, voilà, c'est un exemple.
Et donc le but, c'est de toujours réinjecter la base de recherche. En fait, c'est un job, on fait un cron ou autre, et on réinjecte en prenant les 12 derniers mois de data glissante. Moi, en tout cas, dans la méthode, c'est comme ça. Donc c'est faire de la data glissante, en fait, qui se renouvelle petit à petit. Mais en gardant des garde-fous, parce que si on a des mots-clés qui étaient dans notre top et qui disparaissent, il faut quand même les garder. Donc ceux qui font du trafic, etc. Mais c'est vrai que c'est un sujet complexe. Hein. En tout cas, voilà, c'est réinjecter sans cesse avec de la data glissante de 12 mois. Ouais, après oui, il faut gérer les pages qui sont supprimées, il faut le bon code d'erreur, etc. C'est vrai qu'il y a plein de choses, hein, vous imaginez bien, à plein d'étapes, mais en 30 minutes dans le format, on ne pouvait pas tout évoquer. Mais ouais, les pages sortantes, tu peux mettre de 404 ou 410, ou voilà, ou est-ce que tu rediriges en 301? C'est plein de questions qui se posent. Ouais, écoute, moi j'aurais tendance à aller 410 pour le coup, ouais. Dernière question ou question mug? Question mug. Question mug. Alors, bon, elle est facile, hein. J'ai pas été méchant. Environ combien de pourcents du trafic SEO estimé représente le search engine chez Cdiscount selon Ahrefs? J'ai vu le monsieur en blanc lever la main en premier. Ah, monsieur? 25 millions sur 45 millions. Le pourcentage, on vous a demandé, c'est faux. Non. Ouh. Allez, tiens. Bon, mais quelqu'un d'autre du coup? Madame? Je crois que c'était 60%, non? Presque 50%, allez, c'est bon. Un peu plus de 50%, donc on sait pas Est-ce trop qu'on entre l'accorde? 50 On l'accorde ou pas? On est d'accord, bien sûr, c'est bon. Voilà. On est gentil. Merci. Eh bien écoutez, bonne pause, régalez-vous avec les petits gâteaux et du café, et on se revoit tout à l'heure.